visite, le taux de malnutrition était à combien? Et chaque année, ça régresse ou bien ça augmente. Maintenant, à la fin, on est à combien? Certes, les approches sont importantes, mais à travers le taux là, on ne va plus voir vraiment l'ampleur de tout l'impact des approches qui ont été menées là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame Balkissa et Mariam, vous pouvez vous préparer pour les réponses. Merci. Moi, je me présente, Madame Bouboukar Balkissa, je suis à la direction de la nutrition, chef de service nutrition communautaire. Je remercie, comme mes prédécesseurs, je remercie l'ONG Amzari par les activités qu'elle a eu à faire au niveau de Guidarumji, dans les 3 communes de Guidarumji. Donc, je les félicite. Et j'invite aussi à d'autres ONG qui sont dans cette même salle, s'ils peuvent emboîter le pas aussi dans les autres régions ou même dans la région de Maradi. Comme vous le savez, la région de Maradi est le lit de la malnutrition, même si on ne voulait pas le dire. Donc, un département, dans les 9 départements, c'est bon, mais on n'est pas encore arrivé. Nous souhaitons que Amzari 2 ou bien d'autres ONG peuvent travailler avec notre communauté. C'est en travaillant avec la communauté en collaboration qu'on peut booster la malnutrition. Et la malnutrition aussi, ce n'est pas seulement au niveau de la santé, la malnutrition est partout au niveau des autres ministères sectoriels, donc il est multisectoriel. Au niveau du ministère de l'Agriculture, Commerce, Environnement et Hydraulique, et c'est quand on travaille la main dans la main qu'on peut booster surtout la malnutrition. Je les félicite, mais je veux au moins, au début, hier, ils ont dit que ils ont commencé en 2018, mais il y a eu le Covid-19, il y a eu le coup d'État, donc il y a eu beaucoup de perturbations à ce niveau dans le cadre de leur activité. Mais en 2022, nous avons eu à faire une enquête SMART qui nous ont donné des données de prévalence de la malnutrition par région. J'aurais voulu que, donc, ils peuvent se conformer en 2022, la malnutrition, la prévalence de la malnutrition était telle dans la région de Maradi et plus précisément dans le département de Guidarumji. Et comme ça, à la fin de leur projet, ils peuvent nous donner la prévalence de la malnutrition pour voir s'il y a une diminution de cette prévalence-là. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'activités qui peuvent concourir à la baisse ou à la diminution de la prévalence de la nutrition. Okay. Il faut dégager aussi, quand on dégage les difficultés, c'est avec ces difficultés-là qu'on peut travailler dans les autres départements aussi. J'aurais voulu, et c'est pas tard, ils peuvent les énumérer, ils en ont ça. Je vous remercie. Merci, Hamza. Merci beaucoup. Merci bien. Ok, Mariam. Allô, salam alaikum. Naba Kaina. Oui, parce que je ne sais pas, parce que je suis très courte là. Quand je lève ma main, on ne voit pas. Ah oui, donc une tchétche Kaina de Kaina. Oui. Rebonjour la salle. C'est Madame Sadou, Fatima Madeyana, présidente MMD, Guidarumji. Je félicite Hamzari grâce au panneau, parce que quand on part dans la commune de Guidarumji, dans les villages environnants, on ne connaît pas la route, mais quand on voit le panneau Hamzari là, donc c'est pour cela que mon témoignage, en tout cas, Hamzari a bien travaillé dans le département de Guidarumji. C'est comme la cousine là qu'elle a dit de faire Hamzari 2. Vraiment, USAID, il faut faire le Hamzari 2 là. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Ok, c'est bon, tu peux amener le micro. On va prendre ce micro-là, c'est plus... Ok, Mariam, maintenant tu as 15 minutes
pour amener des éléments de réponse. Et l'équipe de GRED peut se préparer pour ensuite enchaîner. Vas-y. Ok, donc merci à tous pour toutes ces questions, toutes ces contributions et aussi beaucoup de pistes en termes de perspectives pour le programme. Je rappelle que le programme est en train de partir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas régler d'ici là. Mais je sais quand même que, en tout cas, l'audience a bien écouté et a bien suivi la présentation de P2. Merci vraiment beaucoup. Par rapport aux activités de synergie et de collaboration avec les autres structures, on a parlé de l'exemple du PAM. Le PAM, c'est un partenaire de Hamzari. On travaille étroitement avec le PAM sur surtout les activités en termes de approche communautaire pour l'amélioration de l'alimentation de la mère et de l'enfant. Donc, je me dis que c'est pratiquement les mêmes approches. Et on a un cadre de travail, n'est-ce pas, au niveau de Maradi, où on travaille avec les systèmes des Nations Unies et tous les partenaires qu'on appelle les partenaires RISE 2, comme nous autres, qui sont financés par l'USAID. Ce cadre existe pour que ces différents programmes ayant le même objectif nous permettent vraiment de ne pas nous piétiner sur le terrain et de ne pas créer des doublons. Nous travaillons avec les mêmes structures communautaires à un certain niveau de manière complémentaire pour essayer de les renforcer. Donc, pour cette question de synergie, c'est vrai que ce n'est pas facile des fois. On a des partenaires, des fois de l'État aussi, qui sont avec nous, où nous avons plus ou moins quelques difficultés pour essayer d'aligner nos approches. Mais quand même, le fait de s'asseoir, d'échanger et d'avoir des pistes de solutions nous ont permis vraiment d'aboutir à des solutions assez durables par rapport à la synergie des activités et surtout la complémentarité en termes d'action. Pour l'ANVD, je pense que le cri de cœur de l'ANVD reste aussi le même au niveau de Hamzari. C'est vraiment d'essayer de donner davantage une bonne image des expertises locales qui sont déjà reconnues au niveau de l'État et dont certaines structures communautaires, n'est-ce pas, représentent aussi un atout par rapport à certains défis, surtout la couverture sanitaire ou ces dispositifs communautaires au niveau de nos villages d'intervention essaient de travailler pour améliorer plus ou moins les indicateurs sur la fréquentation des centres de santé et autres. Donc, les critères de sélection, je ne vais pas revenir, c'est une activité qui a été faite en collaboration avec les services techniques où nous avons dressé les critères de sélection de ces structures communautaires et nous nous sommes basés sur, comme je l'ai dit, le potentiel local. Donc, au niveau du district sanitaire, le représentant du médecin-chef du district de Gidan Rumji, par rapport au noyau d'experts. Les noyaux d'experts, c'est aussi nos structures communautaires avec lesquelles nous travaillons, mais beaucoup d'entre eux intègrent déjà toutes ces plateformes qui sont créées par le programme. On a présenté les écoles de Marie et les care groups, c'est parce que c'est nos fournisseurs locaux de services pour les questions de durabilité où déjà dès leur choix, nous avons déjà posé les jalons pour la durabilité des actions. Donc, pour la question par rapport à l'approche multisectorielle, comment la nutrition a été intégrée, je l'ai dit en début de ma présentation, la nutrition a été un thème transversal au niveau du projet. Tout à l'heure, quelqu'un parlait comment le programme a travaillé pour que certains changements puissent s'opérer. C'est qu'aujourd'hui, même avec les questions d'élevage, d'agriculture, d'environnement, je pense que j'ai même partagé une slide avec vous en termes d'intégration pour vous dire que la nutrition n'est pas un thème isolé au niveau du programme, c'est un thème qui est assez et très même intégré au niveau de tous les autres secteurs.
Le travail avec les collectivités, on l'a toujours dit, c'est une porte d'entrée pour toutes les activités. Raison pour laquelle, même pour les attestations qu'on va remettre aux communautaires, nous avons préféré, avec l'accord de tout un chacun et surtout avec l'ANVD, qui nous a dit vraiment, allez-y vers les communautés et vers les collectivités, étant donné que vos structures communautaires ne sont pas plus ou moins thématiques, mais ils sont un peu multisectoriels. Donc, la porte d'entrée, c'est vraiment les collectivités. Ils sont là, ils peuvent en témoigner. En tout cas, toutes les activités de Hamzari sont partagées à leur niveau. Donc, pour les questions de durabilité, je l'ai déjà abordé. Hamzari n'a pas commencé la durabilité en fin de projet. Les questions de durabilité ont survenu dès le premier pas de Hamzari dans la communauté. Pourquoi je dis ça? Nous avons fait des études, nous avons les leçons apprises des DIFAP passés, des autres programmes passés qui étaient dans la zone. Nous avons toute cette documentation par rapport aux leçons apprises. Nous avons fait les consultations communautaires pour savoir exactement où est-ce qu'il faut toucher pour que les résultats soient positifs par rapport à toutes les stratégies qu'on a identifiées ensemble avec la communauté, pour la communauté. Et c'est en ce moment vraiment que déjà nous avons commencé à parler de la durabilité. La durabilité, ce n'est pas en fin ou l'avant-dernière année de l'année. La durabilité, c'est en début d'année. C'est dans toutes les stratégies de mise en œuvre du programme qu'on intègre déjà les questions de durabilité. D'abord, sur les différents principes de la durabilité, est-ce qu'ils sont assez... est-ce qu'ils ont les ressources? Parce que si tu veux que quelque chose soit assez durable, il faut les ressources, que ce soit les ressources financières, n'est-ce pas, et les ressources humaines. Nous avons les ressources humaines, mais nous n'avons pas en ce moment-là les ressources financières. Donc, nous avons travaillé sur les AGR, comme je vous ai montré. On a travaillé sur les AGR pour booster plus ou moins le niveau de revenus des femmes au niveau communautaire. Et nous avons créé aussi des opportunités pour l'autofinancement de certaines activités. Donc, pour ce principe, en termes de ressources, nous l'avons déjà. Nous avons aussi l'un des principes de la durabilité qui sont sur les relations. Nous avons créé tellement de relations entre les structures communautaires et les formations sanitaires, ces structures communautaires et la collectivité, les structures communautaires et le secteur privé. En tout cas, nous avons fait en sorte, étant là, de faire cette mise en relation, n'est-ce pas, dès le départ pour qu'ils puissent déjà profiter de l'apprentissage en termes de mise en œuvre de manière collaborative. On a intervenu sur aussi les renforcements des capacités. Les capacités, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Je pense que je vais encore parler de ça. Le programme a fait aussi de ce principe de durabilité basé sur le renforcement de capacité aussi un axe assez étoffé parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas fait le genre de formation où on les enferme dans une salle. C'est vraiment démonstratif. Ils ont pratiquement appris vraiment à travers donc, ces démonstrations. Donc, je dirais que le programme s'est basé sur les différents principes de durabilité pour avancer au fur et à mesure que nous partons vers la fin du projet. Et ce qu'il faut retenir pour la durabilité, nous avons cette phase de transition où nous n'allons pas sevrer carrément ces structures communautaires, mais nous avons un programme progressif en termes de retrait, n'est-ce pas, qui nous permet déjà d'identifier les experts qui peuvent continuer avec leurs attestations. Tout à l'heure, un communautaire a fait ce plaidoyer. S'ils ont cette attestation-là, à quoi ça va leur servir? Quel sera le rôle de l'État par rapport maintenant à la prise en charge, je ne dirais pas monétaire, mais en tout cas la prise en compte de leurs activités dans les différents microplans ou pourquoi pas même dans le plan d'activité annuelle du district. Donc ça, c'est un processus sur lequel nous sommes déjà, à travers la démarche sur les plaidoyers qu'on est en train d'organiser avant la clôture du projet. Et nous avons fait en sorte que ces séries de plaidoyers soient conduites par les communautaires eux-mêmes, par ces structures communautaires qui sont concernés par cette attestation, qu'ils arrivent à faire ça
avec l'appui du projet. Donc, on a arrêté de se mettre au devant de la scène, on s'est mis derrière et on les a plus ou moins poussés à aller vers ce qu'elles veulent. Donc, je donne un exemple concret. Nous avons les unités de transformation qui aujourd'hui arrivent à assister, par exemple, à différentes foires, que ce soit au niveau région ou des foires au niveau national, qui se prennent elles-mêmes en charge sans pour autant que le programme n'investisse par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est déjà un travail de longue date. Ce n'est pas en début qu'on l'a fait, mais c'était dans le processus de retrait vraiment du projet qu'on a fait à temps. Ça fait partie d'un des éléments de la durabilité. Pour les stratégies de pérennisation, tout ça, je pense que j'ai répondu. L'autofinancement aussi, comment ils vont assurer la continuité, ça c'est déjà fait, ils sont en plein dedans. Ils sont en train de continuer déjà. Je vous ai montré tout à l'heure que 100% des care groups aujourd'hui fonctionnent de manière autonome. Le programme a pris le temps d'aller progressivement dans son retrait, mais en insistant quand même sur les principes de durabilité. Quand tu sèvres une structure communautaire sans ressources, sans aucune relation, elle risque de s'écrouler comme ce qu'on a vu dans les années antérieures. Il y a une question spécifique à laquelle je voulais répondre, c'était fournir les semences. Et je pense que c'était une réflexion au niveau du bureau pour les jardins nutritionnels. Où est-ce que les femmes vont avoir de la semence pour exploiter les jardins nutritionnels? Et ça, c'est une des approches du projet pour dire qu'il y a certaines branches que le programme essaie de mettre la communauté au devant. Il y a plusieurs canaux où ils peuvent eux-mêmes s'orienter et avoir ces semences-là. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc, on les a mis en relation avec la FAO. Les collectivités ont même pris en charge une partie, n'est-ce pas, de ces semences qu'on a eu à donner. Aujourd'hui, chaque communautaire qui exploite les jardins nutritionnels sait quel est le mécanisme ou le processus à déclencher pour avoir au moins quelques semences par rapport à ça. Pour les pourcentages, pour le taux de départ, au niveau de Hamzerieh, au tout début, nous n'avons pas fait d'études ou d'enquête SMART ou nutrition basée sur le taux de la prévalence nutritionnelle au niveau de la zone d'intervention. Nous avons travaillé avec les données secondaires que l'INS a partagées avec nous en ce moment, ce qui existait. Nous avons travaillé là-dessus et nous n'avons pas pu à la fin faire cette évaluation finale pour voir comment les choses se sont passées. Mais je pense qu'on a des indicateurs normalement qui sont dans notre tableau de suivi, des indicateurs qui vont nous donner plus ou moins à la fin du projet quelles sont les données par rapport à la situation nutritionnelle de manière globale dans le projet. Donc, comme on est encore là, nous n'avons pas encore finalisé cela. On a parlé des espaces sûrs. Effectivement, le programme travaille avec des espaces sûrs. Des adolescentes, donc qui sont âgées de 9 à 17 ans et qui sont plus ou moins encadrées et coachées par les mentors. Donc, ça, c'est des choses déjà qui existent. Par rapport à la motivation des communautaires, le programme n'a pas de motivation spécifique pour le projet, pour les structures communautaires. Et je pense qu'on va même au-delà des 5 000 francs qui étaient prévus pour les partenaires, parce qu'en termes d'activité, d'intenses activités avec ces structures communautaires, ils ont leur per diem, ils ont leurs frais de transport, ils ont beaucoup d'entrées d'argent, ils sont concernés par nos activités des AGR, des activités d'appui. Donc, on dépasse pratiquement, comme je l'ai dit toujours, les 5 000 francs mensuels qu'on donne à ces structures communautaires. La motivation, c'est aussi l'un des principes de durabilité sur lesquels le projet a travaillé. Le niveau d'implication à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, je pense que le programme a pris ça en compte.
toutes les directions, en tout cas à tous les niveaux, sont impliquées dans nos activités. Maintenant, le seul souci, je l'ai dit lors de la rencontre à Maradi, pour dire qu'on ne peut pas rentrer dans le système de communication, dans le circuit de communication du ministère. Ce qu'on fait, on les implique pleinement dedans, du début jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce que dans le compte rendu, est-ce que dans les remontées de données, est-ce que l'information passe et ne passe pas? Ça, les projets ne rentrent pas, je dirais, dans le circuit classique de l'État. Donc, le niveau d'intégration des systèmes d'information, au début, le projet avait un système qu'on appelle Gros Plus, qu'on avait voulu exploiter pour voir comment nous allons collecter les informations sur la santé, sur la nutrition au niveau de la zone d'intervention de manière spécifique. Mais après consultation avec en ce moment, c'était... il y avait la DRSP qu'on avait invitée, on a projeté, il nous a dit attention, ne faites pas un système de collecte de données parallèle. Allez-y avec le système qui existe. Nous n'avons pas accès directement à cette base de données, mais en tout cas, on sait que le travail qu'on est en train de faire au niveau communautaire, que les CSI collectent, ne peuvent qu'alimenter le système d'information du ministère. Pour le niveau de satisfaction, je pense qu'on a un indicateur très clair au niveau du programme qui mesure ce niveau de satisfaction, n'est-ce pas? Ce qui pousse maintenant toutes les stratégies ou toutes les approches, en tout cas à mettre en œuvre, de tenir compte de la qualité de l'activité. Parce que l'indicateur est là, il est très fort par rapport à comment est-ce qu'il faut identifier ou, je pense, mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires, surtout basé sur la qualité du service qui a été fourni. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai trop parlé, mais je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres qui n'ont pas? Vous voulez ajouter? Donc, Mathieu va ajouter. Ok, merci bien, Mariam. Donc, ce que je veux ajouter, c'est sur les semences, justement, pour les jardins de cases. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une modification importante qu'on a apportée dans le système. Maintenant, en matière, vous savez que pour les cultures maraîchères, il y a deux parties. Il y a les pépinières et puis ensuite la transplantation au champ. Normalement, la préparation de pépinières, c'est ça qui prend beaucoup plus d'énergie, d'argent et tout, parce que les gens doivent acheter les semences et par sachet, ça coûte cher. La modification qu'on a apportée maintenant, c'est de travailler avec... la modification qu'on a apportée, c'est que maintenant on travaille avec des producteurs de plantules maraîchères qui s'érigent en entrepreneurs privés. On leur donne tout le support et maintenant ils produisent des plantules pour la communauté. Les gens maintenant vont pouvoir venir acheter et c'est ce qui se fait. Vous pouvez acheter une douzaine de choux, une douzaine de plantules de tomates, une douzaine de plantules de poivrons et vous emmenez ça avec vous, pour 500 francs, pour 600 francs, pour 800 francs. De cette façon-là, tout le monde maintenant a accès aux cultures maraîchères et ça se démocratise et les effets sont immédiats en termes d'accès aux cultures maraîchères. Les gens viennent acheter et c'est rentable aussi pour les entrepreneurs. Et ça va continuer, on n'a plus de doute là-dessus. C'est un changement important dans le système de production qui va durer avec des effets vraiment positifs. Donc je voulais souligner ça pour vous montrer qu'en matière de semences, maintenant, il n'y a plus d'inquiétude de ce côté-là. Merci. Oui, Hassan, si tu peux venir devant. Youssoufane,
L'USAID a un mot, et donc je vais lui donner la parole par rapport à ça. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à la présentatrice. Il y a eu quelques remarques à l'endroit de l'USAID, des plaidoyers. Mais je voudrais déjà commencer par, je pense, quelque chose qui ressort de la plupart des interventions sur l'impact de Hamzali, notamment le volet nutrition. À cette occasion, je voudrais revenir sur ce que le médecin-chef de Gidansori avait dit concernant un village où il y a eu une sorte de dépistage de malnutrition et on a eu 0 cas de malnutrition. Je pense que des résultats comme cela sont extrêmement parlants et ça présente tout l'intérêt d'avoir un projet de résilience comme Hamzali, n'est-ce pas? Hamzali qui est financé par l'USAID à travers le Bureau de l'action humanitaire de l'USAID, avec comme objectif justement de prévenir la vulnérabilité de la population. USAID a plusieurs bureaux, dont le Bureau de l'action humanitaire, qui finance des actions d'urgence dans les régions de Dosso, Tillabéri, Tawa, Difa, où nous avons des déplacés internes en grand nombre. Mais ce même bureau finance également des projets de résilience comme Hamzali, Wadata, Girma, que nous avons vus hier, dans l'optique de prévenir les difficultés liées au contexte du Niger, le changement climatique, les conflits, toutes sortes de vulnérabilités. Et le but, in fine, c'est qu'on n'ait pas besoin de financer des interventions humanitaires, que la population soit résiliente et capable de subvenir à ses propres besoins et de faire face aux chocs récurrents qu'on observe au Niger. Le bureau de l'action humanitaire n'est pas le seul bureau. Nous avons aussi un bureau d'agriculture, nous avons un bureau de santé, nous avons un bureau d'éducation, nous avons un bureau de gouvernance qui financent tous des activités allant dans le sens du renforcement de la résilience et du développement ici au Niger. La directrice l'a dit hier, USAID va continuer, n'est-ce pas, à financer des interventions de résilience au Niger et dans les différentes communes. Nous ne pouvons pas préciser aujourd'hui avec beaucoup de précision, on ne peut pas donner beaucoup de précision sur les endroits où ces interventions vont avoir lieu, mais d'ores et déjà, on sait que l'USAID va continuer à financer des interventions de résilience au Niger. Les départements et les communes qui sont les plus vulnérables vont être ciblés. On va continuer à travailler avec les services de l'État, avec les communes, avec les communautaires, et je pense que ce qu'on entend aujourd'hui sera pris en compte, en tout cas pour les prochaines interventions. J'ose espérer que Hamzali aussi va prendre en compte lors de la clôture, mais ce qui est sûr à notre niveau, ces échanges sont extrêmement enrichissants et ils seront intégrés dans nos prochaines interventions. Merci. Merci beaucoup, Youssoufane. Un dernier complément d'information et ensuite on va passer à la présentation de Grete. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et merci à toi, Mariam, pour les compléments d'information. Hassan? Non, oui, juste deux petites choses pour compléter, Madame Mariam. C'est par rapport à la certification. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de faire des frustrés? On en a pris conscience et de la sensibilisation a été menée par les équipes de terrain pour dire que ceux qui n'ont pas été certifiés vont continuer à être coachés pour atteindre un niveau de performance qui leur permettrait un jour d'être certifiés. Et ceux qui l'ont été, on les encourage. Et donc, lors des remises des certifications au niveau communal, la discussion va encore être refaite pour rappeler les critères de sélection, pour dire quel est le sort réservé à ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Deuxième chose, c'est le noyau communautaire. Ce n'est pas une omission, mais dans le cadre de la durabilisation des activités du projet, c'est vrai que les noyaux n'ont pas été cités comme des structures durables, mais ce n'est pas définitivement perdu, parce que les noyaux communautaires sont sous la tutelle des équipes multisectorielles de mobilisation communautaire, qui sont
des représentants des services techniques qui ont donc déjà la charge de faire la formation, la supervision, etc. Les noyaux ont été équipés et fort heureusement, actuellement, avec la nouvelle dynamique du ministère, tout le travail de renforcement ou de création de l'engagement communautaire va être fait sous la coupe des COSA. Et donc, je pense qu'avec beaucoup de souplesse, on va verser tout le travail fait par nos noyaux communautaires qui ne sont pas forcément attachés au comité de santé. On va donc reverser tout ce travail entre les mains de l'équipe multisectorielle. Et je pense qu'Hamzari a fait beaucoup d'efforts, y compris en termes d'équipement. Il reste juste à faire ce transfert de manière définitive pour que les structures étatiques continuent l'encadrement. Merci. Ok, merci beaucoup, Mariam, merci. On applaudit Mariam et l'équipe de la composante. Merci. Ce travail aussi, c'était un travail d'équipe, un travail de collaboration avec les services techniques et également avec les leaders communautaires et les participants au niveau des villages. Donc, c'est un travail d'équipe avec les mairies et tout le monde a contribué pour qu'on puisse avoir ce résultat. Donc, nous allons maintenant donner la parole à l'équipe de l'ONG GRET, qui est partenaire dans la mise en œuvre du programme Hamzari. Ils vont présenter l'unité de production de Chadakori qui, au fait, va produire la farine infantile Gari Nyara au niveau de Chadakori. Comment l'unité a été choisie pour pouvoir abriter. Donc, on va avoir ces détails. Monsieur Ainakoui, pour la présentation. Vous pouvez vous présenter au public et ensuite, voilà, allez-y. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Haineko Moussa. Je suis plutôt ici en tant qu'assistant technique sur ce programme. Mais au niveau du GRET, je suis le représentant pays. Donc, merci beaucoup. Avant de commencer la présentation, je tiens juste à remercier l'ensemble des acteurs pour cette contribution au programme national, parce qu'aujourd'hui, ces questions de farine infantile, la direction de la nutrition est là, sont des questions qui sont reversées au niveau national dans une politique plus globale, puisqu'il y a une question de mise à échelle qui est plutôt soutenue par les plus hautes autorités de ce pays, et donc pour laquelle, si tout va bien, en 2025, il y aura des nouvelles unités à l'image de Chadakori qui vont se mettre en place. Mais en se disant que je crois que le programme Hamzari de Caire a bien vu juste au moment indiqué, puisqu'en 2000, on a commencé les discussions autour de cette approche en 2020, quasiment 2022, et pour voir un début de mise en œuvre en 2023, avec bien sûr à l'optique de faire dans un premier temps une situation, un contexte situationnel des unités, et ensuite voir avec l'ensemble des acteurs où est-ce qu'on peut aller. Donc, pour ainsi dire, l'unité, avant que les diapos ne viennent, l'unité en question de Chadakori, si tout va bien, on est en train de voir avec les équipes de Caire Hamzari à quel moment on va faire la réception, parce que l'unité est quasiment finie, ils sont dans les activités de finition, et on pense bien que si tout va bien, on va organiser la réception, bien sûr, avec le tempo que Caire Hamzari va nous donner. Mais en gros, c'est des unités qui produisent de la farine Gari Nyara, qui est une farine locale à base de produits locaux, et production locale, consommation au niveau des communautés. Donc ça cadre bien avec la résilience, parce que quelque part, ça met en lien toute cette capacité au niveau local de faire usage des ressources disponibles et de faire de sorte que justement la production locale puisse bénéficier d'abord aux communautés locales et ensuite les communautés environnantes. Donc, il y a 4 types de produits que les unités peuvent produire. C'est bon? OK. Donc, il y a 4 types de produits que les unités là sont à même de produire. Il y a Gari Nyara pour les enfants de 6 à 24 mois. Il y a Gumba Vita. OK. Donc, j'ai fini juste donc, il y a Gumba Vita aussi qui est pour les femmes en âge de procréer. Ensuite, il y a la farine Pekmam,
qui est une farine destinée à la prise en charge des cas modérés de malnutrition sans complications. Mais on est en discussion avec la direction de la nutrition pour voir un peu si dans le cadre d'un projet qui est en cours dans la zone où est-ce qu'on peut produire ça. Mais déjà dans nos discussions, on est en train d'envisager ça de Corée si tout va bien. Et c'est des quantités de tonnage qui vont être achetées localement. Au lieu d'importer du super céréales et autres, on va les produire localement. Donc voilà un peu le plan de la présentation. Un peu de contexte sur le choix de Chadokori, pourquoi l'unité de Chadokori a été choisie. Et ensuite, on va découler. Apparemment, on a un petit souci technique. Donc, le temps que la technique le permet, c'est des unités dont ça rentre un peu dans cette résilience parce que c'est des unités, nous, le GRET, nous ne sommes pas producteurs de farine, encore moins le programme Hamzari, mais l'idée, c'est d'autonomiser au niveau local des communautés à produire elles-mêmes les produits dont ils auront besoin pour faire face aux questions d'actualité, dont la malnutrition. Et donc, ces unités, d'une certaine capacité, permettront non seulement de produire localement, mais aussi de mettre en lien un certain nombre d'acteurs au niveau local, comme les organisations paysannes, parce qu'au lieu on est que nos graines se retrouvent de l'autre côté de la frontière, on va essayer d'organiser les communautés pour qu'on conserve le plus longtemps possible les graines. Et vous avez vu hier dans les présentations avec les banques céréalières. Donc, tout ça là rentre dans un dispositif sur lesquels on est en train de travailler dans le cadre du programme pour essayer justement d'aller en avant dans cette logique. C'est bon? Ou bien on garde comme ça pour avancer? Bien. OK. Diapo. Donc, je disais, donc, on a suivi toute une dynamique pour identifier l'unité de Chadokori, mais au-delà de cette unité, il y a 19 autres unités, puisque c'est 20 au total, qui vont être accompagnées, et ce qui permettra justement d'accompagner tout l'ensemble des acteurs de transformation au niveau local, pour un peu améliorer le contexte de production, mais aussi de personnalité morale. Donc, il y a, comme je disais, en 2023, on a eu cette étude sur la faisabilité au niveau des 20 unités qui a été menée, justement dans le cadre du programme Hamzari. Et ça consistait à faire un diagnostic de ces 20 unités, mais aussi à faire une étude de marché pour avoir une idée de rentabilité parmi ces unités qui produisent des produits différents, de voir un peu la rentabilité des produits et de voir un peu le produit phare au niveau de chaque localité qui puisse être accompagné. Diapo. Alors, pourquoi on a choisi Chadokori pour l'unité de production de farine infantile? Pourquoi Chadokori alors qu'il y avait déjà l'idée d'une production alimentaire suit un certain nombre de logiques. C'est soit vous rabattez là où on produit les matières premières ou bien vous retournez là où on les consomme. C'est soit vous êtes dans le bassin de production ou le bassin de consommation. Alors, donc, sur cet aspect, Chadokori, c'est bon, il est comptabilisé parmi les bassins de production. Et à cela, il faut ajouter un certain nombre de critères qu'on avait pris en compte dans le cadre de l'identification Diapo. Pour y parvenir, on a d'abord mené des collectes de données. Ah, ok. Voilà. Est-ce que c'est pas parti un peu en vite? Non, c'est de l'autre côté donc. Ok. Voilà. Alors donc, du coup, la première étape, on a travaillé dans des collectes de données au niveau de l'ensemble de ces 20 unités de transformation. Ensuite, on a passé ces données-là en analyse, traitement. On est parti par 2 fois sur le terrain parce que ça coïncidait un peu avec des événements dans la zone qui ont empêché une continuité directe des collectes de données. Donc, on a dû retourner sur le terrain aussi pour collecter des informations complémentaires. Ensuite, on a fait des ateliers de restitution avec l'ensemble des acteurs sur les données collectées et les résultats qu'on avait eus, et en commun accord avec l'ensemble des acteurs, dont les administrateurs délégués
Et avec des données, des évidences qu'on avait, on avait identifié, on a fait la validation de Chadekori. Alors, il faut dire, pour choisir une unité, un emplacement, il y a plusieurs paramètres, parce que vous ne pouvez pas placer l'unité partout où vous voulez, parce qu'il y a un certain nombre de critères. Donc, entre autres, il faut que l'unité, ou du moins le groupement, ait une personnalité morale suffisante pour porter l'unité, parce que il y a des groupements qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation, et encore mieux aujourd'hui avec la réglementation de OHADA, il y a des obligations qui est la direction régionale du plan, mais aussi celle de l'agriculture exige pour que justement la structure puisse être porteuse d'un certain nombre d'éléments. Ensuite, il faut que cette structure montre quand même certaines capacités dans la comptabilisation, ne serait-ce qu'avoir un livre de comptabilisation ou de cahier ou tout autre élément montrant des entrées et des sorties et où est-ce que l'argent part, pour montrer une certaine traçabilité de d'où venait l'argent et comment on l'utilise. Et ensuite, il faut qu'il y ait un réseau électrique. Et là, comme j'aime le dire, je profite pour remercier monsieur le préfet et madame l'administratrice de Chadekori, parce que ça a été vraiment un exercice très chaud avec Mariam. On a été sur le terrain avant qu'on trouve ce terrain. Il faut au minimum 1000 mètres carrés en pleine ville, là où il y a l'électricité et là où l'électricité c'est du triphasé. Parce que les équipements qu'on installe, c'est du lourd. On est en train de parler de 75 tonnes mois. Ça veut dire que vous êtes à plus de 2 tonnes par jour de production. Gouari, je prends l'exemple, ça veut dire que vous êtes à plus de 20 sacs de mil qu'il faut traiter. Donc, vous voyez la mouture là, agir 20 sacs là pour le moulin, c'est que ça fait en une journée. Et ça, ce n'est qu'une composante parmi plusieurs activités au niveau de l'unité. Ensuite, il faut qu'il y ait une adduction d'eau potable. Il faut qu'il y ait un réseau officiel de l'État qui passe à côté où on peut tirer et brancher l'unité. Et au niveau nous faisons de ça une exigence pour voir un peu la qualité, du moins sur le niveau de développement du groupement, en demandant qu'il y ait une existence de local. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a une personnalité morale, avant de contractualiser, il faut qu'il sache au moins d'où est-ce qu'il travaille, où se trouve son local. Hop, c'est comme si ça ne marche pas. Ah, c'est parti. Alors donc, ok, d'accord. Peut-être que je te laisse la main sur ça parce que là, ça... Alors donc, on demande aussi de voir un peu, est-ce qu'il dispose d'un terrain qu'il pouvait aménager? Parce que 2 fois, il s'est fait qu'il y a déjà un terrain et qu'on n'a pas besoin de mobiliser les autorités pour la donation d'un terrain. Donc ce terrain doit être accessible, ça ne doit pas être hors de la ville, ça doit être dans une zone où les femmes au niveau du village peuvent accéder directement, où elles ne se mettaient pas en insécurité, parce que si c'est à 2 ou 3 kilomètres, même s'il y a les commodités, quand il y a des commandes institutionnelles, ce matin même dans les questions, quelqu'un avait posé ça, vous vous imaginez, en chiffre d'affaires, en 2022, on était à plus de 2 milliards de CFA. Donc, ça veut dire en Gouari, on était à plus de 2000 tonnes de commandés. Et vous avez des partenaires comme la CCA qui peuvent commander de facto 400 tonnes d'emblée. Et 400 tonnes, vous les divisez au niveau d'une dizaine d'unités, vous voyez la quantité qui s'approche. Donc, du coup, si l'endroit n'est pas accessible, puisqu'on travaille en système de cars, 8h, peut-être les femmes qui vont travailler le soir, leurs maris peuvent refuser qu'elles se déplacent si la zone n'est pas en sécurité. Donc, on demande aussi qu'il y ait des disponibilités de magasins parce que, comme moment pareil, on peut faire de grosses quantités d'achats de matières premières. Il faut profiter avec la période. Donc, si vous n'avez pas là où stocker, ça va être problématique. Donc, on demande aussi ces éléments-là. Et ensuite, on demande des expériences dans la transformation et la commercialisation. Bien que nous, derrière, leur expérience, c'est juste pour voir un peu le niveau de compréhension qu'ils ont de la chose. Et après, il y a des experts qui vont venir les accompagner sur ça. Ensuite, on va regarder aussi s'ils ont des points de vente, le nombre de points de vente qu'ils ont, qui ne sont pas des dépôts-ventes à la DIF. Hop, ok. Donc, je ne suis pas parti loin. C'est parti loin. Ah, ok, c'est vous qui...
Alors, donc, allez-y. Donc, du coup, au niveau de l'appui qui a été donné au niveau des unités, allez-y, diapo. On a essayé de réorganiser ces 20 unités-là dans le cadre de la gestion, les accompagner, de quoi est-ce que vous disposez, quels sont les éléments manquants et comment les accompagner pour avoir ces éléments-là vis-à-vis de la réglementation, mais aussi au niveau de gestion même de l'unité proprement dite. Ensuite, on a identifié quels sont les produits phares, on a essayé de les regrouper parce que 20 unités, si chacun, il y a un adage en technique de sensibilisation qui dit si plusieurs oiseaux chantent différemment, ça devient de la cacophonie. Mais si plusieurs oiseaux chantent la même chanson, ça devient de la mélodie. Donc c'est la même chose. On essaie de regrouper un peu pour qu'ils puissent mutualiser certains efforts. Si c'est des fortifiants, ils vont acheter. Si plusieurs personnes font la même chose, ils vont s'acheter. S'ils vont recevoir une commande institutionnelle, si elles produisent plusieurs à la même chose, quelqu'un peut venir pour dire j'ai besoin de 5 tonnes de telle typologie de produits. S'il y a 2 ou 3 unités, elles peuvent mutualiser les efforts pour faire la production. Ensuite, on a fait le renforcement de capacité sur les questions d'organisation, gestion, les formations en technique de production hygiénique pour éviter les contaminations, mais aussi avec les réseaux de distribution pour la commercialisation, mettre en place unités grossistes détaillants consommateurs. Diapo. Alors, en termes de perspective et durabilité, les questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé et réfléchi, c'est ces questions de développement des chaînes de valeur. Un sujet qui tient beaucoup pour le programme Hamzari, en mettant en lien, comme je disais, les unités de production, mais aussi avec les organisations paysannes, pour non seulement casser ces maillots de marge que les commerçants deux fois leur mettent, mais aussi et surtout pour assurer une traçabilité des matières premières. Parce que là, vous savez d'où est-ce que venait le produit et qu'est-ce que vous allez en faire avec. Et quand il y a des difficultés de contamination des produits, vous pouvez remonter la pente pour faire des corrections de sensibilisation auprès de vos fournisseurs. Mais si c'est des fournisseurs comme ça dans le marché, c'est un peu difficile parce que lui-même, il achète chez ce qu'on appelle les Nkachari là, et dans le même sac, vous allez vous retrouver avec des graines en provenance de plusieurs villages. Deux fois, ce n'est même pas la même variété de semences qui a été utilisée. Donc, c'est pour éviter un peu tout ça là. Donc, on travaille aussi sur les questions de capacité de production parce qu'aujourd'hui, cette unité, comme je vous ai dit, à date au Niger, c'est la plus grande. C'est vrai, il y a une série de 5 autres qui sont en cours de montage dont on va passer, mais à date, c'est la plus grande unité de production au Niger, c'est les farines infantiles. Donc, il y a aussi l'accompagnement en termes de perspective de ces 18 de ces unités-là en termes de qualité des farines qu'on envoie au LANSPEX et qu'on accompagne pour faire les analyses, mais aussi pour les aider à faire l'interprétation. Parce que l'analyse, quand on donne à quelqu'un qui n'est pas du domaine, il peut lire, mais il peut ne pas comprendre ce qui est derrière, pourquoi ce type de contamination et comment les prévenir. Donc au niveau des distributions, l'idée c'est d'aller aussi au niveau, on a déjà 100 points de vente, mais l'idée c'est d'aller progressivement au-delà. C'est pourquoi on accompagne les unités à mettre en place, on va accompagner l'unité à mettre en place un dispositif continu de mise en place de la farine. Et on a commencé à amener de la farine là-bas pour les initier à cette logique-là. Il y a aussi les questions de promotion avec les animations marchés, les activités radio et les participations aux foires. Vous avez vu, il y a un stand dehors pour ces farines-là. Et avec la farine enfin à Chadakori. Donc par rapport toujours à ces éléments-là, il y a aussi l'adhésion du groupement même à la fédération. Comme je vous disais tout à l'heure, nous-mêmes on n'est pas producteurs de farine. Il y a les productrices qui sont là, mais on les a mis en réseau pour qu'au infini, elles puissent mutualiser leurs efforts et aller en avant. Donc il y a le linkage aussi avec les microfinances parce que sur les matières premières, aujourd'hui, s'il y a une commande de 100 tonnes, c'est à peu près de la matière première pour à peu près 80 à 90 millions de CFA. Donc vous voyez, si une unité ou 2 unités ou 3 unités doivent trouver des fonds pour acheter des matières premières à hauteur de 90 millions, c'est difficile. Par contre, s'il y a une microfinance ou des agences de microfinance à même d'accompagner ce dispositif, ça peut aller très vite et puis c'est du gagnant-gagnant.
Donc, on a aussi fait du travail sur ces questions de développement du marché classique, parce que l'idée pour nous, à date, à peu près 70% des achats des farines sont faits par des achats institutionnels, contre 30% pour les achats classiques. Les achats classiques, c'est unités, grossistes, détaillants, consommateurs. Alors, l'idée, c'est de renverser cette logique-là pour qu'il y ait plus d'achats dans les ventes classiques que dans les ventes institutionnelles. Mais tout en gardant les ventes institutionnelles, parce que ça permet à l'unité d'avoir des marchés sûrs, mais aussi aux partenaires humanitaires d'avoir des produits de qualité frais. Donc, il y a aussi l'autonomisation de ces scopes. C'est là, comme je vous ai dit, c'est fédéré à un groupement, à une fédération. Et donc, que nous soyons là ou pas, ou que Hamzari arrive à terme ou pas, ces groupements-là appartiennent à un réseau. Donc, c'est ce réseau qui va un peu mutualiser leurs commandes de matières premières, leurs commandes de CMV, parce que les CMV sont importés de l'Afrique du Sud. Et donc, ils appartiennent à un... Et quand il y a des commandes institutionnelles, c'est cette fédération qui part chercher les achats institutionnels et qui vient un peu négocier avec les unités pour leur redistribuer ça. Donc, voilà un peu une image qu'on avait mis quand on finit les productions, les tests de production, enfin, on espère d'ici 2 ou 3 semaines, faire pour Chadekori la même chose. On présente les échantillons aux autorités coutumières, mais aussi aux autorités administratives au niveau local. Donc, merci beaucoup. C'est une partie de la présentation. Je m'en vais vous montrer d'abord une vidéo qui a été... Pas une vidéo, c'est une maquette électronique pour vous donner une idée de à quoi ressemble l'unité de Chadekori. Voilà. Donc, l'unité se présente comme si, pour ceux qui connaissent déjà l'unité, ils voient un peu quelques éléments. Après, il n'y a pas de cocotier là-bas, mais on a essayé de, puisqu'on n'arrivait pas à trouver du gao. Donc, le bâtiment principal, du moins, il y a 3 compartiments. Il y a un hangar en tôle, plus le bâtiment principal, plus l'administration qui est de l'autre côté. Et à côté de l'administration, vous avez les toilettes qui respectent la distance des 10 mètres comme recommandé. Donc, après, bon, on n'a pas trouvé de gao, mais là où se trouve l'administration, on a pu mettre quelques arbres. On va rentrer par la suite à l'intérieur du bâtiment même. C'est un gros bâtiment, un très gros bâtiment. Je ne dirais pas que ça va atteindre cette salle-là, mais au moins les 80% de cette salle. Sinon, je crois que ça risque d'atteindre même cette salle, si on prend en compte... Alors, donc là, quand les produits arrivent, quand les camions arrivent, c'est ici on stocke les produits. Là, c'est vraiment une zone dite entre guillemets sale au plan alimentaire. Ce n'est pas la zone propre. Donc là, c'est vraiment un hangar en tôle où quand les produits arrivent, ils sont stockés. Donc après, les produits, quand ils sont ici, il y a un autre... Là, ce sont les vestiaires. Donc, au niveau des vestiaires, vous avez la possibilité de retourner dans ce magasin en tôle ou bien le magasin des produits pré-traités. Parce que quand les produits vont quitter le magasin en tôle, ils partent dans un autre magasin dit de produits pré-traités. Donc, à partir de ce magasin pré-traité, on amène au niveau de... Là, c'est là où on lave les mains, toujours au niveau des vestiaires. Donc, vous vous échangez. Il y a une petite murette, vous traversez, donc il y a des tapis qui sont de l'autre côté qui ne viennent pas par là. Parce qu'au niveau des usines alimentaires, il y a ce qu'on appelle la marche en avant. Quand vous rentrez, vous ne devez plus revenir en arrière, vous continuez jusqu'à sortir. Et vous pouvez mettre un peu de stop, je vais juste expliquer quelque chose. Donc vous continuez, vous ne revenez pas en arrière. Et peut-être je le dis parce qu'on a nos honorables qui sont là, on a eu le privilège à Matamé, la présidente est là. On a eu, parce que comme on a bien expliqué, le chef de canton, il nous a fait l'honneur de se déchausser. C'est exceptionnel. Il faut être dans une usine alimentaire pour voir ça. Donc après, maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a des sucettes qu'on a pour permettre justement d'emballer les pieds
pour permettre à la personne de rentrer, cette fois-ci avec les chaussures, mais qui sont couvertes. Pour ceux qui partent dans des poultries, comment ils appellent ça? Les éleveurs de volailles, là, hein? Les poulaillers modernes, là, vous voyez, on met de l'eau, on met des chaussettes, là, vous trempez les pieds. Donc, c'est la même chose dans l'usine. Donc, quand vous sortez du magasin, avec les magasins pré-traités, vous prenez les produits, vous allez atterrir dans cette salle. On peut activer maintenant. Ça, c'est vraiment la salle de triage pour lavage matière première. Et vous avez un bac, un air de lavage. Dans ce air de lavage-là, c'est vraiment, on met les bassines, avec les produits, on lave tout, et de là-bas, l'eau sort. Il n'y a rien qui reste sur place. Ensuite, donc, les produits sont pris et ils sont séchés dans la salle, dans la grande salle. Là, on a une salle qui est hyper dimensionnée. Je crois, si ma mémoire est bonne, ça va faire 9 mètres sur 9, quelque chose comme ça. Donc, c'est une très grande salle, 9 mètres sur 9, donc ça permet de sécher les produits. Après, il y a des palettes qu'on va mettre pour s'y proposer. Donc, quand les produits sortent de là-bas, ils partent au niveau de la torréfaction. La torréfaction, c'est juste du grillade. C'est ce que les femmes font avec l'arachide là, pour griller l'arachide. Donc, ça parle, mais c'est avec des équipements importés. Donc, quand ça sort de là-bas, on les amène au niveau de la salle de stockage, pesage et pré-mélange des matières torréfiées. Donc, c'est là où on va faire les mélanges, les produits à mettre en commun. Ensuite, on les fait passer au niveau du moulin. Donc, au niveau du moulin, vous avez vu, il y a un petit sas. On appelle ça sas dans le langage. C'est un endroit où on rentre pour s'échanger encore, parce que les vêtements qu'on met dans le magasin initial sont différents de celles qu'on met au niveau de l'air de lavage, jusqu'à la salle de torréfaction. Après, au niveau de la salle de mouture, on change encore d'autres vêtements. Et donc, à partir de là-bas, on bascule au niveau de la salle de pesage, mélange aussi. Il y a des mélangères qu'on va amener pour mélanger. En ce moment-là, on met les vitamines dans le produit et ça passe au niveau de la salle d'ensacheuse. L'ensacheuse, on a amené une ensacheuse de grande capacité permettant aux femmes d'éviter de faire les sélages à la main et autres. Donc, ils mettent, c'est le dispositif qui envoie la farine dans l'entonnoir, dans la trémie, et le produit est scellé, comme pour les piawata là. Donc, c'est demandé. Et ça peut faire des chapelets. Vous avez vu dehors les farines, et donc les commerçants, ça fait soit de 500 grammes, ou de 250, ou de 50. Ça dépend du calibrage qu'on aimerait faire. Donc ensuite, après cette étape-là, ça part au niveau de la salle. Là, c'est juste une reprise qu'il avait faite. Ça part au niveau de la salle de stockage des produits finis. Infini, ensuite, il y a des véhicules qui vont venir, ou des commerçants qui vont venir prendre les produits. Donc voilà un peu à quoi va ressembler, du moins à quoi ressemble l'unité, parce qu'on a quasiment fini. Et on est au niveau de la finition. Et on pense bien que techniquement, ils vont faire la réception technique dans une semaine. Et en ce moment-là, avec Hamzari, on verra bien à quel moment on peut faire la réception définitive. Donc voilà un peu. Et cette unité, comme je l'ai dit au tout début, c'est reversé un peu dans un programme plus global. Et l'idée pour nous, c'est d'autonomiser vraiment ce secteur-là, parce que non seulement c'est des femmes qui le gèrent, mais au-delà de cette autonomisation de la femme, dont je tiens à rappeler que ce sont des membres du MDD comme MMD, de Mata Massoudou-Bara. Donc du coup, ça appartient déjà à un réseau encore plus grand à l'échelle nationale. Donc voilà, et c'est quand même un gros montant que Hamzari a mis sur ça. Et l'idée pour nous, c'est que les autorités, aussi bien coutumières qu'administratives, accompagnent ce joyau-là pour que ça soit très productif pour la localité. Il y a eu des endroits où on l'a placé. Au bout de 2 ans, sur leur compte en marge nette, ils avaient plus de 15 millions. Et c'est des produits qui sont exportables. Enfin, l'idée, c'est de le consommer localement, mais si ça part même au-delà, on est preneur. Donc, on a besoin de l'appui de tout le monde. Merci beaucoup. Merci bien, Aïna Koy. Je pense qu'il y a un stand même dehors. Oui, Mathieu, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Il y a un stand dehors où vous avez vu les produits exposés là-bas. Mariam, c'est bon? Ce que vous vouliez ajouter, c'est bon? Ok, d'accord. Ok, merci, Alf. Donc, ce que je voulais ajouter, vous venez de voir la maquette, justement, de l'unité de production de Gariniara. Ce que je voulais ajouter, autour de tout ça, c'est
comment on va gérer le système de gestion qu'on va mettre en place et tout le système d'approvisionnement et de distribution qu'on va mettre en place autour de ça. Et ça, c'est important. On a eu beaucoup de discussions, Moussa, avec Grete, on a beaucoup discuté en termes d'approvisionnement. On a des producteurs, on a un réseau de producteurs avec lequel on travaille. Vous avez vu les rendements en matière d'agriculture. Il y a une augmentation du rendement. La matière première provient de Maradi, normalement, et des gens avec lesquels on travaille. Remarquez bien que dans les rendements, on a une augmentation significative de rendement d'arachide, plus de 100%, de niébé, plus de 100%, des éléments extrêmement importants, des matières extrêmement importantes dans la fabrication de Garignara. Et en matière de protéines, la qualité justement de la farine enrichie. Beaucoup de protéines pour le haricot, pour le niébé, pour l'arachide, le zin. Tout ça va servir par exemple non seulement pour dans l'alimentation de la femme enceinte, mais de l'alimentation des enfants, pour leur croissance. Vous avez les enfants au niveau de la croissance ont besoin d'un certain niveau de protéines pour la croissance, en plus des minéraux dont ils ont besoin pour le développement. Et ça, c'est important. En plus, il n'y aura aussi le mil qui va faire partie d'autres ingrédients qui vont faire partie de ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a déjà avec cette usine un marché, parce qu'il y a, c'est une demande qui est là, et il y a un marché sûr pour des producteurs. Et ça, c'est important. Et là, ce qu'on travaille sur les liens avec les groupes de producteurs maintenant, qui vont alimenter, qui vont approvisionner en matière, pour les matières premières. Maintenant, deuxièmement, et pour ces producteurs-là aussi, qui auront une priorité en matière de semences améliorées. Parce qu'on veut augmenter leur rendement, on veut beaucoup plus d'eux. Ils ont une priorité pour obtenir des semences améliorées qui sont déjà disponibles dans les communautés, parce qu'il y a des producteurs de semences améliorées, vous avez vu, pour ces différentes cultures. Maintenant, en termes d'approvisionnement, il y aura des points d'approvisionnement partout. Premièrement, il y a environ 20 unités de transformation au niveau de la zone d'intervention, au niveau de la commune de Guidanouamdji, du département de Guidanouamdji, supporté par Hamzari. Mais il y a une seule, on s'est entendu qu'il y ait une seule unité de production de Garignara qui se spécialise pour Garignara. Il n'y aura pas deux. Et plus personne ne va utiliser le terme Garignara si vous faites de la farine. Ce n'est pas de la Garignara, on produit de la Garignara uniquement à Chadakori, dans ce centre-là que vous venez de voir. Maintenant, c'est quoi l'intérêt des autres unités? Ce seront des points de distribution. Garignara va produire pour la vente en gros et la vente de détail, au niveau des autres productions, et ils auront une marge de bénéfice parce qu'on leur vend à un certain prix et ils pourront vendre à un autre prix. Ça, c'est très important. En plus de ces unités de production, il y aura d'autres marchands de détail, des points de distribution qui auront aussi une marge de bénéfice quand ils achètent pour revendre dans les communautés. Et ces gens-là vont être motivés pour aller même frapper des portes pour vendre parce qu'ils vendent et ils font leurs bénéfices. Donc ça, c'est en gros ce qui est en train d'être organisé autour de tout ça, de cette unité de production de Garignara pour le département de Guidanouamdji. Ce qui est important, c'est que ce ne sera pas uniquement pour le département. C'est placé au niveau de Guidanouamdji, mais ça va desservir. Vous avez vu la capacité, 75 métriques tonnes, qui va servir non seulement Maradi,
mais serviront aussi à d'autres. Les communautés vont avoir accès, mais il y aura aussi de grosses commandes qu'on va recevoir. Les ONG, l'UNICEF ou des autres ONG qui travaillent dans le domaine, c'est de grosses commandes. Et là, c'est un autre circuit en matière de commercialisation de Garignara. Nous sommes très chanceux d'avoir Grete avec nous qui a une expertise là-dessus. Et on a d'intenses discussions pour qu'on puisse adapter ce centre par rapport à nos objectifs, aux objectifs du programme de Hamzari, et comment on veut voir ça en termes de vision. Et finalement, on aboutit à la plus grosse usine de production de Garignara au Niger. Et là, ce n'est pas que des mots, on est très avancé. Et je pense d'ici décembre déjà de cette année, avant la fin de cette année, l'usine sera prête. Et en début de l'année 2025, en matière de production, on va commencer à produire de la farine. Et les dispositions sont déjà en train d'être prises là-dessus. Je voulais juste apporter ces précisions pour tout le monde, pour votre édification. Merci bien, Mathieu. Mariam, en 1 minute. OK. Donc, merci à tous. Ce que je voulais ajouter, c'est par rapport aux autres unités de transformation. C'est vrai, nous avons l'unité de production, mais comme l'a dit tout à l'heure M. Haïnikoy, ce n'est pas seulement que cette production ou cette transformation qui est faite. Avec Grete, nous avons conduit une analyse en termes d'identification des produits phares au niveau des autres unités de transformation. Et l'huile d'arachide est ressortie comme étant le produit phare. Donc aujourd'hui, au niveau de la zone d'intervention du projet, vous avez la disponibilité en termes d'huile d'arachide et les dérivés de l'arachide. Et de qualité, parce que un gros paquet en termes de renforcement de capacité sur toutes les questions d'hygiène autour de l'extraction d'huile d'arachide a été déjà appliqué au niveau de ces 19 unités de transformation. Et aussi, nous avons les autres produits qu'on essaie plus ou moins d'encourager pour essayer encore d'améliorer le revenu des femmes. Il y a aussi cette question de foncier qui est en train d'être traitée. Beaucoup de femmes, beaucoup des unités de transformation ont pris conscience. Elles sont en train, ensemble, d'acheter des terrains et de construire des hangars pour une meilleure visibilité de leurs produits au niveau de la zone d'intervention. Et je ne vais pas passer sans pour autant remercier le préfet de Guidan Rumji qui était présent et qui a vraiment pris en compte cette donne par rapport aux fonciers au niveau de ces unités de transformation. Donc, merci beaucoup, monsieur le préfet, une fois de plus, pour votre appui par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Je pense que on a 2 minutes de la pause. Je voudrais proposer qu'on prenne 10 minutes de plus. Et je prends 4 personnes, 2 ici et 1 minute par intervention, s'il vous plaît. Oui. Le nom, s'il vous plaît. Ah, hein? Ah oui, ok. Deuxième ici. Garignara. Ok. Il y a Ferdouz là-bas. Ferdouz de Grete. J'ai dit 2. Ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mariam, laissez-moi gérer. Oui, monsieur le ministre. Deuxième personne qui n'a pas parlé d'abord. Ok. DDA, ok. Ok. Une minute là. Merci, monsieur le présentateur.
Je me présente au nom de Sani Illo, représentant de la Chambre régionale d'agriculture du Maradi. J'ai eu l'occasion de participer à 2 missions de supervision de l'unité de transformation des villages de Sakihachi dans la commune de Chadakwari. Et pour cela, j'ai une inquiétude sur l'approvisionnement et la commercialisation de ces produits. Entre Sakihachi et Chadakwari, c'est une dizaine de kilomètres. Donc, c'est dans le même territoire. Est-ce que vous pensez que l'approvisionnement en matière première ne causerait pas de problème? Parce que même l'unité de Sakihachi, les autorités coutumières sont là, c'est une très grande unité. Et je pense que c'est Gret qui gère ça. Ça, c'est la première question. La deuxième question sur la commercialisation. J'ai aussi eu l'opportunité d'assister à une mission de l'unité de transformation de savon carré au niveau de Madarampa. Lorsqu'on a échangé avec les bénéficiaires, ils ont dit que le produit est difficilement accès, à un accès difficile. Donc le produit est cher pour la population locale. Donc c'est PAM qui achète. Et 1000 francs pour 1 kilogramme. Donc, ok. Deuxième, s'il vous plaît. Essayons de gérer le temps, s'il vous plaît. Essayons. Salam alaikum. Vous pouvez finir rapidement la question. Allez-y à l'essentiel, s'il vous plaît. Posez les questions. Posez les questions rapidement. Voilà, la question que j'aimerais poser, est-ce que cette unité a pris en compte de la cherté des produits pour le pouvoir d'achat de la population locale? Okay. Parce que même là-bas, c'est Gret qui gère. Ok, merci. Salam alaikum. Je suis la présidente de la Fédération Garignara. Et ça fait 10 ans qu'on est dans cette production-là. Donc, notre souci majeur, cette farine, elle est reconnue. Cette farine est certifiée. Et pourquoi on ne donne pas l'autorisation au CSI de faire des ordonnances de Garignara? Cette farine, elle est reconnue. Mais c'est vrai, pour la vente classique, c'est pourquoi on a des problèmes. Si aujourd'hui, on donne l'autorisation au CSI de donner des ordonnances de Garignara, mais il n'y aurait pas de problème. Hein? Ça, c'est un point qui nous tient à cœur. Hein? C'est bien, c'est bien. Merci pour les 8 secondes supplémentaires. Monsieur le ministre. Okay. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont fait des présentations. Ma question, c'est je demande la composition de Garignara, c'est-à-dire les produits qui entrent, qui sont utilisés pour la fabrication et quels sont les dosages. Un sachet, ça contient quoi et quoi et quoi exactement. Merci. Merci pour les 30 secondes de crédit. Ok. Voilà. Merci. En fait, moi, je voudrais intervenir par rapport à un volet, c'est la chaîne de valeur. C'est un volet qui a été un peu effleuré. Pourtant, c'est un volet très important, surtout au niveau du moyen de la production. Et c'est un moyen qui est censé vraiment alimenter cette unité de production. Et quand ce moyen-là a été négligé, ça veut dire du coup, ça va impacter vraiment sur la matière première. Je peux prendre... Ok. Ok. Pour question ou réponse? Contribution? Ok. Oui. Merci. Merci. Vraiment, je suis dans la région de Maradi, mais nous avons un groupe de travail sécurité alimentaire. Donc, CARE est représentant. Mais je découvre des choses que vraiment, avec beaucoup de structures que nous avons dans le cadre de sécurité alimentaire pour la région, que je viens découvrir des choses vraiment de façon vraiment étonnante. Je voudrais au retour que la région puisse en discuter, en bénéficier
parce que c'est des cadres, c'est des ONG, c'est des structures dont HCR fait partie. Donc ça sera aussi une opportunité pour pouvoir faire aussi un partage de connaissances avec les autres. Je vous remercie. Mais j'ai voulu parler, mais j'attends qu'à la fin, parce que CARE a une forte visibilité au niveau de la région et au niveau du département de Guidan-Rougi. Dans n'importe quel hameau où CARE travaille, vous avez au moins ce panneau d'indication-là. Vraiment, et ça oriente les gens. On n'arrive plus à s'égarer. Merci. Ok, merci beaucoup. On avait, voilà, une dérogation. Je suis de Grèce, je crois que j'ai besoin de plus. S'il vous plaît, depuis ce matin, on a beaucoup parlé de la malnutrition. Il y a la direction nutrition qui a bien notifié que la région de Maradi, c'est le nid de la malnutrition. J'ai essayé de calculer. En 2020, l'enquête Smart montre 61,7% de nos enfants de 6-24 mois ont une malnutrition chronique, soit 393 000 enfants, c'est énorme. L'enquête Smart dit 3,6% de ces enfants ont une diversité alimentaire minimale. Ça veut dire 14 000 enfants sur les 393 000. Ça veut dire que la situation est grave, je me dis, dans la région de Maradi. Quand j'ai calculé la production de Chadakori. Chadakori a 12 000 enfants, 6-24 mois. La production de cette unité dépasse. Ça veut dire que je suis bien contente que cette unité est là. Ça produit des farines infantiles fortifiées à base des produits locaux et qui est abordable, monsieur. Un paquet de 500 mg, c'est 500 à 600 francs CFA et c'est pour une semaine. Si vous allez acheter Cerelac, c'est 3 500 francs par semaine. Je pense que c'est vraiment abordable. On a discuté de tout ça. Donc, l'unité de Chadakori va produire 75 tonnes de farine infantile fortifiée à base de produits locaux par mois. Ça dépasse même de loin le besoin de Chadakori. On est bien content parce que ça peut aller pour tous les départements de Guidan-Rougi. Maintenant, la question, depuis ce matin, on a dit, pourquoi vous n'avez pas fait la prévalence de la malnutrition? On a beaucoup discuté au niveau national. La prévalence de la malnutrition se fait au niveau régional. Donc, au niveau de la région de Maradi, 61,7%, c'est le taux le plus élevé dans le pays en 2022. En 2023-2024, il n'y a pas eu d'enquête Smart. Le besoin annuel, la population de la région de Maradi est plus de 5 millions. Ils ont à peu près besoin de 10 000 tonnes de farine par an. Ça fait dans les 800 et quelques tonnes. Donc, les besoins sont énormes. Et nous disons au niveau de Grèce et au niveau national que ces farines infantiles fortifiées à base de produits locaux sont gages de la pérennité dans la prévention de la malnutrition. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse des efforts, qu'il y ait multiplication. Et comme M. Mathieu a dit, faisons de sorte qu'il y ait une production importante pour que la région de Maradi bénéficie. Mais si nous voulons vraiment, réellement diminuer la prévalence de la malnutrition chronique au niveau de la région de Maradi, je pense que les collègues de l'USAID sont là. La recommandation, la doléance est que dans la prochaine phase de Hamzali, qu'il y ait ce programme, ce beau programme multisectoriel à l'échelle de la région de Maradi. Merci beaucoup. Je pense que c'est la conclusion. Elle a pris en compte les questions posées et je pense que les questions posées, chacun trouve sa réponse dedans. Et je voudrais vous proposer, on va à la pause. Si vous voulez plus d'informations, rapprochez les intervenants. Madame Balkissa, vous insistez? D'accord. Comme c'est la Direction nationale de la nutrition, je vais vous l'accorder.
Ok. C'est vraiment le dernier. Ouais. Merci. C'est pour répondre à Gary Yara, la présidente qui dit que de faire des ordonnances au niveau des CSI. Ce ne sont pas des ordonnances qu'on doit faire. C'est une sensibilisation sur l'importance de Gary Yara dans le cadre de la prévention de la malnutrition. Ou Gary Yara, vous aussi, vous pouvez donner des disponibilités au niveau de ces CSI pour faire des démonstrations culinaires au niveau des enfants normaux nutris. Ça peut donner l'engouement au moment, la manière dont les enfants prennent cette farine, ça peut donner le coût pour acheter. Mais maintenant, pas des ordonnances, mais c'est une sensibilisation et des démonstrations culinaires au niveau de ces CSI pour que les enfants acceptent cette farine infantile. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Avec la permission des autorités administratives et coutumières, nous allons suspendre la séance pour la pause déjeuner et prière et nous allons reprendre à 14 h pour parler des questions eau, hygiène et assainissement. Ok, merci beaucoup et bon appétit et bonne prière.